Les hommes pakistanais impliqués dans ces actes ignobles ciblaient délibérément des filles blanches pour des tâches spécifiques. Ils ont une vision rétrograde et inacceptable des femmes. Et les autorités ont failli à leur devoir, car elles étaient paralysées par la peur d'être accusées de racisme. C'est l'un des plus graves scandales de notre histoire. Suella Braverman est ancienne ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni et députée conservatrice du Parlement britannique. Au Royaume-Uni, on a ce problème avec ces marches de la haine où l'islamisme s'affiche ouvertement dans nos rues. Résultat, une montée en flèche de l'antisémitisme et des zones entières de l'espace public qui deviennent pratiquement interdites aux Juifs. Alors qu'elle était à Washington D.C. pour l'investiture de Trump, on s'est assis ensemble pour parler de la situation au Royaume-Uni et de ce que l'élection de Donald Trump représente pour elle et ses électeurs. Au Royaume-Uni, on traverse une vraie crise de la liberté d'expression. La police peut vous identifier et enregistrer vos informations si quelqu'un, quelque part, se dit offensé par vos propos. Et voilà, l'affaire est tranchée. Vous serez considéré comme coupable de ce que l'on appelle un incident haineux sans infraction. Voici American Thought Leaders et je suis Jan Jekielek. L'honorable Suella Braverman, c'est un plaisir de vous recevoir dans American Thought Leaders. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. J'ai remarqué sur X que vous avez suivi le déplacement du buste de Sir Winston Churchill à l'intérieur et à l'extérieur du bureau ovale au fil des années. Il est de retour. Pourquoi cela est-il important à vos yeux? C'est très important, car Winston Churchill n'est pas seulement un héros britannique, mais un héros de la civilisation occidentale. C'est grâce à son courage, sa détermination et surtout sa bravoure que le fascisme et les nazis ont été vaincus. Bien sûr, avec l'aide des Américains et des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il symbolise et incarne à bien des égards le début de cette relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est d'ailleurs lui qui a inventé cette expression. Je pense que c'est un symbole, et les symboles ont aujourd'hui une immense portée. Le fait que son buste soit de retour à la Maison-Blanche en dit long sur la manière dont cette administration perçoit la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis. En parlant de symbolisme, je ne peux m'empêcher de remarquer que vous portez un pins en forme de cœur avec le drapeau américain. Tout à fait. Écoutez, je suis une grande admiratrice de l'Amérique. J'aime l'histoire et l'esprit des États-Unis où j'ai vécu des expériences formidables. J'étais tellement inspirée par ce pays qu'il y a 20 ans, j'ai passé l'examen du barreau de New York, juste pour le plaisir, et je l'ai réussi. C'était un examen extrêmement difficile, peut-être le plus dur que j'ai jamais passé en droit. J'ai ensuite eu l'opportunité de travailler brièvement dans un cabinet d'avocats à New York, il y a une dizaine d'années. Je pense que le potentiel des États-Unis et leur impact sur le reste du monde sont immenses. Alors oui, je me considère comme une amie de l'Amérique. Au-delà du simple symbolisme autour du renforcement de la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis, quelle signification revêt pour vous cette élection et l'investiture de Donald Trump? C'est énorme. Donald Trump n'a pas seulement déplacé la fenêtre d'Overton, il l'a pulvérisée. Et ça a un impact majeur sur nous, au Royaume-Uni, en influençant la politique de droite et les actions à mener pour redresser le pays et rendre la Grande-Bretagne à nouveau grande. On a beaucoup à apprendre du mouvement MAGA, du succès des républicains sous Trump, et il faut essayer d'adapter ces leçons à la politique britannique dès maintenant. Parce qu'actuellement, on est embourbé dans la récession, le pessimisme et cette grisaille socialiste. Et le pire, c'est qu'on en a encore pour au moins 4 ans avec un gouvernement socialiste, woke, pro-immigration massive, adepte des hausses d'impôts, de la croissance molle et dirigé par des fanatiques de la neutralité carbone. Et ce sont les Britanniques qui en paient le prix. Alors oui, il y a beaucoup de leçons à tirer du succès américain. Quels sont, selon vous, ces grands enseignements?
Je pense que Donald Trump a su défendre avec succès un conservatisme brut, sans filtre et basé sur le bon sens. Son programme repose sur des frontières fortes et sécurisées, une approche ferme et assumée face à l'immigration clandestine, comme celle qu'il a adoptée pour la frontière sud des États-Unis. C'est exactement ce qu'il nous faut pour notre propre frontière sud. Au Royaume-Uni, nous sommes confrontés à une crise de l'immigration illégale. Des milliers de personnes, des dizaines de milliers et maintenant plus de 100 000 au total ces 4 ou 5 dernières années, entrent illégalement sur notre territoire à bord de petites embarcations. La situation est à une autre échelle qu'aux États-Unis, mais elle est tout aussi préoccupante. Nous ne savons pas qui entre dans le pays et certains de ces individus menacent la sécurité des Britanniques. C'est une faillite fondamentale du gouvernement. Ensuite, nous avons besoin d'un gouvernement axé sur la croissance économique, la réduction des impôts, la déréglementation, la baisse des dépenses publiques et la lutte contre le gaspillage de l'État. Le modèle américain de l'Office de l'efficacité gouvernementale est un exemple que nous devrions suivre au Royaume-Uni car notre dette explose et notre déficit ne cesse de croître. Les conservateurs avaient réussi à le réduire lorsqu'ils étaient au pouvoir. Avec ce gouvernement travailliste, l'inflation finira par repartir à la hausse, j'en suis convaincue. Comme je l'ai dit, le Royaume-Uni est au bord de la récession à cause du niveau de taxation exorbitant imposé par ce gouvernement aux travailleurs, aux entreprises, aux entrepreneurs et aux créateurs de richesses. Et Trump a su démontrer qu'il fallait revenir sur l'extrémisme du zéro émission. Malheureusement, nous avons un militant acharné du zéro émission à la tête de notre politique énergétique. Je l'appelle Militant Miliband parce qu'il est complètement obsédé par cette idéologie au point d'ignorer totalement les coûts de la transition énergétique. Il ferme nos centrales à gaz, bloque les licences d'exploration et de forage en mer du Nord alors que nous avons des réserves abondantes. Il nous a même presque plongés dans le noir, littéralement. Les lumières ont failli s'éteindre au Royaume-Uni à cause de son refus de mener une politique énergétique viable. Tout ça repose sur une idéologie absurde. Sur ce sujet, Trump a totalement raison avec son slogan « Drill, baby, drill ». Enfin, Trump incarne aussi la résistance au wokisme et à l'idéologie DEI, quand il a parlé d'une société fondée sur le mérite et affirmé, dès son investiture, qu'il n'existe que deux genres, hommes et femmes. C'était une bouffée d'air frais. Et c'est exactement ce dont nous avons désespérément besoin au Royaume-Uni. Nous avons vu des députés conservateurs s'agenouiller en signe de repentance, des appels aux réparations pour les fautes supposées de l'Empire britannique. Une idée que je rejette totalement. Nous avons eu des ministres déclarant qu'un homme trans est une femme, défiant ainsi la biologie et la vérité. Il y a donc une vraie bataille à mener pour restaurer l'équité et la méritocratie dans nos institutions et nos lieux de travail. Ce sont là quelques-unes des leçons que nous pouvons tirer des États-Unis en tant que conservateurs, mais aussi plus largement en tant que nation. Nous avons commencé à parler de l'idéologie du genre. D'une certaine manière, le Royaume-Uni est en avance, par exemple, en interdisant les bloqueurs de puberté. Oui, nous avons réussi à limiter certains excès ou à inverser la tendance. Vous avez raison. Et cela, je pense, c'est grâce à l'administration conservatrice britannique. Lorsque nous étions au pouvoir, bien que le problème ait atteint un niveau très gravement avec des jeunes, voire des enfants, subissant des chirurgies de réassignation de genre irréversibles, ce que je qualifierais à bien des égards de maltraitance infantile, sanctionnés par l'État. Ou encore avec des hommes, des individus biologiquement masculins, participant à des sports féminins ou accédant à des espaces réservés aux femmes, comme les prisons ou les refuges. Nous avons pris des mesures.
Face à ces problèmes, nous avons commandé un rapport d'examen approfondi et confié l'évaluation de la situation à un expert médical indépendant, le docteur Hilary Cass. Elle a rédigé un rapport fondamental qui a conclu que cette approche posait de nombreux problèmes et qu'il fallait adopter une plus grande prudence dans ces traitements. Et si je puis me permettre, cela a conduit à la fermeture de la principale clinique de genre du pays. Oui, en théorie. La Tavistock Clinic, qui a pratiqué des interventions médicales irréversibles sur des milliers d'enfants, a été sommée de fermer. Il y a donc eu un revirement de politique. L'interdiction des bloqueurs de puberté a été mise en place par le gouvernement conservateur et elle a été maintenue par cette administration travailliste, ce qui est une bonne nouvelle. Vous avez raison, des mesures ont été prises pour tenter de faire marche arrière. Et je pense que c'est en grande partie grâce à la détermination des conservateurs, mais aussi à l'influence de figures de premier plan comme J.K. Rowling, notamment, a joué un rôle crucial dans ce changement de consensus et son engagement a été incroyablement efficace. J'aimerais que vous me parliez un peu de vous. Vous avez été procureur général à un moment donné et vous avez occupé plusieurs rôles très importants. Et puis, vous avez passé l'examen du barreau de New York. Parlez-moi un peu de votre parcours et de ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Ah, et en parlant d'empire, je ne peux m'empêcher de remarquer que vous êtes d'origine indienne. Jusqu'où voulez-vous que je remonte? Je pourrais aller jusqu'au XXIe siècle, puisque nous avons fait des recherches sur mes origines. Ma mère vient de l'île Maurice et mon père du Kenya. Tous deux sont nés sous l'Empire britannique dans les années 1940 et ont grandi avec une immense admiration et une profonde gratitude pour cet empire. Ils voyaient le bien que la Grande-Bretagne avait apporté au monde, que ce soit à l'époque victorienne, au XVIIIe siècle et XIXe siècle, ou encore au XXe siècle. Regardez l'Inde. Les Britanniques y ont construit des chemins de fer, des ports, des infrastructures et des systèmes d'irrigation. À Maurice, ils ont mis en place un système juridique et parlementaire. Au Kenya, encore une fois, l'Empire britannique a laissé un héritage des infrastructures, des chemins de fer et une fonction publique qui ont permis à ces pays de se développer après leur indépendance. Mes parents sont arrivés au Royaume-Uni dans les années 1960, après l'indépendance de leurs pays respectifs. C'est ici qu'ils se sont rencontrés et ont construit leur vie. Mon père est arrivé après avoir été expulsé du Kenya. Après l'indépendance, une politique d'africanisation a conduit à l'expulsion de nombreux Asiatiques d'Afrique, ce qui a laissé des personnes d'origine indienne dans une situation extrêmement précaire. À l'époque, il était un jeune homme sans perspective au Kenya. Mais grâce à la citoyenneté britannique, il a pu venir au Royaume-Uni. Il me raconte souvent ce matin glacial de février 1968, où il a atterri à Heathrow, sans amis, sans famille, sans argent. Son passeport britannique était son seul espoir. Et c'est la Grande-Bretagne qui lui a offert la sécurité et des opportunités. Ma mère, elle, est venue pour d'autres raisons. Lorsqu'elle était adolescente, elle a été recrutée par le NHS après la guerre et a accepté une formation en soins infirmiers à 18 ans. Elle a travaillé comme infirmière pendant 45 ans au sein du NHS. Sous Thatcher, elle s'est engagée activement dans sa communauté et dans la vie politique du pays. Elle a rejoint le Parti conservateur et elle est devenue militante, puis élue locale. Pendant 16 ans, elle a été conseillère municipale et elle représentait une petite communauté au sein du conseil local. Notre salon se transformait régulièrement en quartier général de campagne avec des cartes, des tracts et des cocardes électorales. J'ai grandi dans cet environnement. Une fois adulte, j'ai poursuivi cet engagement en politique étudiante à l'université de Cambridge, où j'ai présidé l'association conservatrice de Cambridge. J'y faisais des études de droit et suis devenue avocate. Pendant une décennie, j'ai exercé comme avocate à Londres et dans tout le pays. En spécialisant en droit public,
droit administratif, contrôle juridictionnel et immigration. Une grande partie de mon travail portait sur des affaires d'immigration et j'ai défendu le ministère de l'Intérieur dans de nombreux dossiers liés à l'asile et à l'immigration. Ensuite, j'ai été élue députée pour représenter une circonscription du Hampshire, une magnifique région appelée Fareham, sur la côte sud. En mai, cela fera 10 ans que je suis députée du Fareham. Durant ma carrière parlementaire, j'ai été ministre au sein du département chargé du Brexit, après le référendum de 2016, lorsque le peuple britannique a voté pour quitter l'Union européenne. Nous avons alors créé un ministère dédié, le département pour sortir de l'Union européenne, où j'ai été chargée de la mise en œuvre de ce changement constitutionnel majeur sous Theresa May. Par la suite, j'ai été procureur général sous Boris Johnson, puis ministre de l'Intérieur sous Liz Truss et Rishi Sunak. Avez-vous quitté le gouvernement de Theresa May? Oui, je l'ai quitté. Je fais partie de ces politiciens qui ont des principes. Et parfois, ça complique les choses. J'ai toujours été une fervente partisane du Brexit. En 2016, j'ai fait campagne pour que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne et j'ai été impressionnée par l'audace du peuple britannique lorsqu'il a pris cette décision. Honnêtement, je ne pensais pas que nous allions gagner le référendum, mais nous l'avons fait. Ce que je voulais, c'était que nous reprenions le contrôle de nos frontières, parce qu'avant, c'était l'Union européenne qui dictait notre politique migratoire. Je voulais aussi que nous récupérions notre souveraineté législative, car jusqu'alors, le Parlement européen nous imposait des règles. Et puis, il y avait la question du commerce. C'était Bruxelles qui décidait avec qui nous pouvions signer des accords. Pour moi, ces 3 éléments, les lois, les frontières et le commerce, faisaient du Brexit une évidence. Il s'agissait avant tout de souveraineté. Le Parlement britannique est la mère de tous les parlements. Et j'ai toujours cru que l'autodétermination était la meilleure voie à suivre. C'est pour ça que j'ai voté pour le Brexit. C'était mon objectif. Mais malheureusement, sous Theresa May, les négociations ont été un désastre. Elle n'a pas réussi à conclure un accord qui garantisse vraiment notre indépendance. Pas de contrôle total sur l'immigration, pas de sortie claire du marché unique et de l'union douanière, et encore moins de rupture nette avec l'orbite de l'Union européenne. Son accord était un échec. On l'a surnommé BRINO, Brexit in Name Only, ou même l'accord de la trahison du Brexit. Il était extrêmement controversé. J'ai dû démissionner de son gouvernement car je ne pouvais pas défendre un accord qui trahissait l'esprit du Brexit. Nous étions 28 députés conservateurs à voter contre cet accord lorsque Theresa May l'a présenté au Parlement. Elle a essayé de le faire passer une 2e fois, encore rejeté, même si l'écart se réduisait. Elle a tenté une 3e fois, mais nous avons tous tenu bon. On nous a surnommés les Spartiates parce que nous avons résisté, malgré une pression énorme pour que nous cédions. Finalement, son accord a échoué. Et c'est ce qui a permis à Boris Johnson de devenir Premier ministre. Il s'est présenté avec un mandat clair, faire vraiment aboutir le Brexit. Il a renégocié l'accord avec Bruxelles avec une position plus forte. Et à la fin de 2019, début 2020, il a réussi là où Theresa May avait échoué. Il a sorti le Royaume-Uni de l'Union européenne. Un sujet dont on parle beaucoup aux États-Unis en ce moment, notamment parce qu'Elon Musk s'y est intéressé, c'est ce qu'on appelle le scandale des grooming gangs, les gangs de violeurs. Pouvez-vous nous expliquer exactement de quoi il s'agit? Oui, je pense que vous avez raison. C'est la première fois que ce scandale est vraiment mis en pleine lumière, bien que tragiquement, ce problème existe depuis plus d'1 décennie. Le scandale des grooming gangs concerne des hommes qui ont ciblé des jeunes filles vulnérables. Ces gangs étaient majoritairement composés d'hommes pakistanais musulmans, qui s'en prenaient délibérément à des filles blanches, souvent issus de milieux défavorisés.
Dans ces villes, c'était un secret de polichinelle. Les autorités étaient au courant, les enseignants aussi. Parfois, les victimes elles-mêmes avaient signalé leur agresseur à la police, mais rien n'a été fait. Les autorités ont détourné le regard. Elles n'ont pas pris les mesures nécessaires et dans certains cas, elles n'ont absolument rien fait pour stopper ces crimes ou enquêter. Elles avaient peur des représailles des leaders communautaires, parce qu'elles ne voulaient pas être accusées de racisme. C'est une véritable lâcheté institutionnelle. Police, travailleurs sociaux, enseignants, élus, tous savaient. Tous avaient une responsabilité, tous avaient un devoir de protection envers ces jeunes filles. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Ce scandale repose donc sur deux éléments, les crimes eux-mêmes, qui continuent encore aujourd'hui, et l'inaction des autorités, qui ont fermé les yeux pendant des années. Des enquêtes indépendantes ont été menées au fil des ans, qui ont confirmé tout cela. Des rapports, des investigations, des condamnations ont lieu. On a recommandé des réformes pour corriger cette faille du système. Mais le problème, c'est que la société britannique peine toujours à affronter cette question de front. Lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, j'étais déterminée à m'attaquer à ce problème. Je suis allée à Rotherham, à Rochdale. J'ai rencontré ces femmes qui, à l'époque, étaient des jeunes filles survivantes de ces horreurs. Elles m'ont raconté ce qu'elles ont vécu, exactement comme je viens de l'expliquer. Des lanceurs d'alerte ont aussi dénoncé ces crimes. Maggie Oliver, une ancienne policière du Greater Manchester Police, a même écrit un livre intitulé « Survivants », où elle raconte ce qu'elle a découvert. J'ai mis en place une cellule spéciale, un groupe de travail associant la National Crime Agency, une unité d'élite des forces de l'ordre britanniques, ainsi que la police locale, pour accélérer les enquêtes, améliorer les procédures et garantir que ces affaires soient traduites en justice. En un an, cette unité a permis plus de 550 arrestations et identifié 4000 victimes. Mais ce n'était qu'un début. Il restait encore énormément à faire. Et pour tout vous dire, j'ai eu du mal à obtenir du soutien de la part des médias traditionnels et j'ai été accusée de racisme et d'islamophobie par la gauche. Quelques statistiques tirées du Daily Mail. Il y a au total 76 gangs répartis dans 41 villes et environ 400 personnes ont été condamnées. Environ 150 auraient été libérés discrètement selon le journal. La question est, comment cela peut-il arriver, ou plutôt, pourquoi cela arrive-t-il ? Encore une fois, le système judiciaire a laissé tomber un grand nombre de ces victimes. Vous avez raison. Certains de ces criminels ont été condamnés, mais ils ont reçu des peines courtes et ont été libérés assez rapidement. Dans d'autres cas, ces individus n'étaient même pas citoyens britanniques. Mais en raison des failles de notre système d'immigration et du contrôle de nos frontières, nous n'avons pas été en mesure de les expulser vers le Pakistan. Ces personnes ont donc été libérées de prison et sont toujours présentes au Royaume-Uni. Il y a donc un double échec, à la fois en matière de contrôle des frontières et dans notre système judiciaire. Et pourtant, comme vous l'avez dit, cela continue encore aujourd'hui. Oui, ça continue encore aujourd'hui, parce que la police est toujours paralysée par la peur. Et puis, il y a aussi un vrai défi opérationnel à relever. Je pense qu'on doit surtout se concentrer sur la réponse des forces de l'ordre. Combien d'officiers spécialisés sont réellement affectés à ces affaires dans les services de police concernés ? Ces dossiers sont extrêmement complexes à monter pour qu'ils soient solides devant la justice. Il faut rassembler une quantité massive de preuves et parfois ces éléments sont difficiles à obtenir. C'est ce qui rend le processus long. Mais si on alloue plus de ressources, on peut accélérer le travail. Je poserai aussi la question, à quelle vitesse fonctionne notre système judiciaire ? Aujourd'hui, entre une arrestation et une mise en accusation,
Il peut s'écouler plus d'1 an, parfois 2. Ensuite, il faut encore plusieurs années avant d'arriver au procès. Ça veut dire qu'une victime doit attendre 2, 3 ans, voire plus, avant d'espérer obtenir justice. Ce sont des délais bien trop longs pour des crimes aussi graves. On doit donc accélérer tout le processus judiciaire. Il faut que les accusations tombent plus rapidement, que les affaires soient jugées sans délai et que ces criminels soient condamnés et envoyés en prison. Il y a encore de gros blocages structurels à régler avant de pouvoir dire qu'on fait de vrais progrès. Vous avez mentionné que vous aviez été accusé d'islamophobie. Ce qui me frappe, c'est que finalement, qu'est-ce qui pourrait générer plus d'islamophobie que de laisser ce genre de choses se produire? Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne remarque. Ces crimes sont absolument dévastateurs. Et pour aggraver encore la situation, il y a eu une tentative de dissimulation qui est tout simplement révoltante. Des personnes de confiance, des professionnels, ont choisi de ne pas agir par faiblesse ou par peur. C'est indéfendable. C'est ce qui m'a poussé à essayer de mettre en lumière ce problème, car j'étais profondément en colère face à ce qui s'est passé. Mais dès que vous en parlez, vous êtes immédiatement attaqué. On vous accuse de racisme et beaucoup de personnes hésitent à s'exprimer, justement parce qu'elles ne veulent pas être traitées de racistes. Je suis d'accord avec vous. Nous devons résoudre ce problème, car plus cela dure, plus cela risque de provoquer des tensions au sein de nos communautés. D'après ce que vous décrivez, il semble que presque toutes les composantes de la société, qu'il s'agisse des médias, des forces de l'ordre, du système judiciaire ou des responsables politiques, aient d'une certaine manière préféré fermer les yeux et laisser les choses en l'état, pour ainsi dire. Exactement. Parce qu'ils sont complètement enfermés dans le politiquement correct, la posture vertueuse et le wokisme. Ils refusent d'affronter des vérités inconfortables et de traiter des problèmes réels qui détruisent notre pays, par peur d'être accusés de cibler un groupe ethnique particulier. Malheureusement, il y a un élément racial dans ce scandale. C'est l'un des plus grands scandales nationaux de notre histoire, car ces hommes pakistanais, impliqués dans ces actes abjects, ont ciblé des jeunes filles blanches pour une raison précise. Leur vision de la femme est rétrograde et inacceptable. Les autorités n'ont pas agi par peur d'être accusées de racisme. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'il est très difficile de trouver du soutien sur cette question, même au sein de mon propre camp politique. Je repense à ce que vous disiez plus tôt sur Donald Trump et son impact sur la fenêtre d'Overton. Oui, il n'a pas seulement déplacé la fenêtre d'Overton, il l'a pulvérisée, parce qu'il est intrépide, déterminé et audacieux. Il a amené d'autres personnes à reconnaître le bon sens dans ses propos, ce qui a permis de faire en sorte que certains sujets puissent être abordés ouvertement. Il parle d'une invasion à la frontière sud des États-Unis. Moi, je parle d'une invasion sur notre côté sud. Il est enfin en train d'opérer ce retour nécessaire vers la raison. L'un des décrets exécutifs qui m'a particulièrement marqué, c'est celui sur la liberté d'expression. Au Royaume-Uni, des milliers de personnes ont été emprisonnées simplement pour avoir exprimé des opinions sur les réseaux sociaux, jugées déplacées ou prétendument illégales. Nous traversons une véritable crise de la liberté d'expression au Royaume-Uni. Et j'emploierai ce mot d'organiser. Aujourd'hui, la police a le pouvoir de vous identifier et d'enregistrer vos informations simplement parce que vous avez dit quelque chose qui pourrait offenser quelqu'un, peu importe la nature objective de vos propos. Si quelqu'un, quelque part, se sent offensé et que cela touche à une caractéristique personnelle, comme la race, le genre, la religion ou le sexe, alors l'affaire est tranchée.
vous serez considéré comme coupable, ce qu'on appelle un incident haineux sans infraction. Et c'est exactement ce dont vous parlez. Il y a des milliers de cas en Angleterre et au Pays de Galles où la police passe un temps hallucinant à surveiller les réseaux sociaux, ce qui a un effet paralysant sur la liberté d'expression. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi ou ont été sanctionnées simplement pour avoir dit qu'un homme ne peut pas être une femme ou pour avoir ouvertement défendu Israël. Et justement, ce sujet révèle un autre problème. La police applique une politique à double standard. Prenez le cas d'Alison Pearson, une journaliste primée. Après l'attentat du 7 octobre, elle a publié un message pro-Israël, critiquant les extrémistes pro-palestiniens. Peu après, la police s'est présentée chez elle pour lui faire comprendre qu'elle pourrait avoir commis un incident haineux sans infraction. Au Royaume-Uni, nous avons un problème grandissant avec ces marches de la haine, où l'extrémisme, l'antisémitisme et l'islamisme s'affichent librement dans nos rues, sans que la police n'intervienne. Cela a conduit à une explosion de l'antisémitisme et a transformé certaines parties de nos villes en zones où les Juifs ne sont plus les bienvenus. Dans le cas d'Alison Pearson, face au tollé public, la police a fini par reculer. Mais combien d'autres subissent le même traitement sans avoir la notoriété nécessaire dont elles bénéficient pour provoquer un scandale? Il y a un problème majeur avec la liberté d'expression au Royaume-Uni. Être juif sur un campus universitaire est devenu très inquiétant. Être conservateur sur un campus universitaire est devenu aussi très difficile. On a même vu des chrétiens arrêtés et poursuivis pour avoir prié silencieusement devant des centres d'avortement. Ils n'avaient pas de pancarte, n'étaient pas agressifs, n'intimidaient personne, et pourtant, ils ont été traités comme des criminels. C'est extrêmement inquiétant. Nous sommes en train de glisser dangereusement vers une dérive orwellienne. Y a-t-il une issue à cette situation? Tout d'abord, les incidents haineux sans infraction doivent être supprimés. Lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai essayé de les abolir. Malheureusement, je n'ai pas eu le soutien politique nécessaire pour aller aussi loin que je l'aurais voulu. J'ai donc dû me concentrer d'émettre des directives clarificatrices. Nous avons aussi besoin de meilleures protections pour les étudiants sur les campus en matière de liberté d'expression. J'ai moi-même été victime de cette cancel culture il y a quelques mois. J'avais été invitée à prendre la parole à l'université de Cambridge, mon ancienne université. Mais sous la pression d'une foule militante, l'événement a été annulé. Un groupe pro-palestinien s'est mobilisé et a organisé une manifestation massive et bruyante devant le lieu de la conférence. Ça ne me dérangeait pas. J'étais tout à fait prête à maintenir l'événement, mais la police est intervenue et nous a ordonné d'annuler en expliquant qu'elle ne pouvait pas garantir ma sécurité. Selon elle, et je pense qu'elle a été excessivement prudente, il valait mieux renoncer. Il est très difficile d'aller à l'encontre des recommandations des services de sécurité et des forces de l'ordre. Résultat, nous avons été annulés et l'événement n'a pas eu lieu ce soir-là. Nous avons dû la reprogrammer un autre jour et cette fois, il a eu lieu. Mais c'est un exemple flagrant de ce qui se passe aujourd'hui sur les campus. Des extrémistes, qu'ils soient écologistes radicaux, pro-palestiniens ou militants de gauche, sont devenus si agressifs qu'ils ne tolèrent plus aucun point de vue différent du leur. Si les étudiants et les universitaires se sentent réduits au silence par la peur, c'est un signal extrêmement inquiétant pour notre pays. Vous êtes actuellement aux États-Unis. Si j'ai bien compris, vous avez été invité à venir. Quels sont vos prochains projets? C'était une expérience fantastique. Je suis extrêmement honorée et reconnaissante d'avoir été invitée à assister à l'investiture, au rassemblement de la victoire et au Liberty Ball. L'ambiance était exceptionnelle
et c'était un véritable privilège de faire partie de cet événement. Je suis très enthousiaste à l'idée de renforcer les relations avec des interlocuteurs de cette administration américaine. J'ai des collègues et des amis qui vont travailler pour le président Trump et l'équipe du vice-président. Et je pense qu'il y a un immense potentiel dans la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Je pense que nous devons travailler sur un accord de libre-échange entre nos deux nations et explorer de nouvelles opportunités de collaboration en matière de sécurité et de défense. Pour ma part, je continuerai à défendre haut et fort les valeurs du conservatisme de bon sens. Je crois profondément aux vertus de cette majorité patriote, respectueuse des lois et attachée au bon sens. Trop longtemps, elle a été méprisée et calomniée au Royaume-Uni. Sa voix doit être entendue. Le peuple britannique possède une immense sagesse dans son cœur et dans son esprit. Il suffit de l'écouter davantage. Et c'est exactement ce que je continuerai à faire. Suella Braverman, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci. C'était un plaisir pour moi également. Et tous mes vœux de succès à The Epoch Times. Merci à tous d'avoir écouté cet entretien avec l'ancienne ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, Suella Braverman, dans cet épisode de American Thought Leaders.